à tous. Là, on est très contents d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un accueil très, très chaleureux. C'est vraiment très apprécié. Aujourd'hui, là, on fait une présentation un peu atypique, Noémie et moi. On a l'habitude de présenter nos projets d'habitude, mais là, on va présenter notre parcours de vie à toutes les deux, puis notre rencontre surtout. Donc, on est presque dans une psychanalyse en groupe. C'est vraiment très intéressant pour nous. Donc aujourd'hui, on va vous présenter qui on est, nos disciplines, mais aussi notre histoire, notre parcours assez brièvement. Je vais commencer par présenter ce que c'est l'urbanisme très rapidement, parce que souvent on se le fait demander, c'est quoi l'urbanisme, c'est quoi ton métier, c'est quoi d'être urbaniste. Mais l'urbanisme, c'est né il y a déjà quelques siècles, au 19e siècle, avec le mouvement hygiéniste, en fait, au moment où, dans les villes, on avait quelques problèmes de santé publique, je vous dirais, et c'est à ce moment-là que les réseaux d'égouts, les réseaux de gestion de déchets ont été mis en place en milieu urbain. C'est une discipline aussi qui est arrivée tardivement dans l'enseignement au courant du 19e siècle, aux côtés de l'architecture, en fait, je vous dirais, au moment où, en fait, les grandes utopies aussi au niveau des villes ont été constituées dans la littérature principalement, puis c'est ces grandes utopies qu'on peut maintenant retrouver dans notre contexte urbain. L'urbaniste, c'est comme un gestionnaire de copropriété finalement, un gestionnaire de copropriété qui s'occuperait de voir que notre toit ne coule pas ou que notre ascenseur fonctionne. Mais l'urbaniste, il va réagir un peu de la même manière, mais à l'échelle de notre copropriété à tous, de notre territoire à tous, pour s'assurer qu'en fait, il est bien géré puis que tout fonctionne bien sur plusieurs années. L'urbaniste, il intervient à une échelle spatiale un peu différente du designer industriel. Il intervient à l'échelle de la ville, à l'échelle de la région, même des fois d'un pays au complet, mais de plus en plus aussi à l'échelle de nos rues. Même si l'urbaniste a souvent œuvré en coulisses, en arrière-plan, mais de plus en plus on le voit sur des projets plus concrets à l'échelle de nos rues, de nos places publiques. L'urbaniste, ce n'est pas un ingénieur non plus, il ne construit pas des ponts, il va plutôt voir si c'est vraiment nécessaire d'en produire, puis où est-ce qu'on va les réaliser. C'est un métier assez généraliste, je vous dirais, qui nécessite de comprendre, en tout cas d'appréhender différentes disciplines, depuis la biologie, l'économie, l'anthropologie, etc. Donc comme un espèce de chef d'orchestre finalement. Mais on a dans 3 champs de pratique principaux, depuis la planification, la réglementation, jusqu'au design urbain, comme je pouvais en parler tout à l'heure. Même si on a souvent l'impression que le temps consacré par l'urbaniste à la réglementation, c'est le plus conséquent, en fait, je dirais que c'est plutôt le temps consacré à la planification du territoire, puis que notre outil, c'est la réglementation, un peu comme la calculatrice serait l'outil d'un ingénieur. La réglementation, c'est simplement qu'un outil pour nous, pour bien planifier nos projets. Puis, comme je disais, le design devient de plus en plus important pour nous. La présence du 3D, de l'intelligence artificielle, etc. On arrive maintenant davantage là, en avant-plan pour concevoir nos milieux de vie. Je dirais aussi qu'on intervient principalement à l'échelle humaine, on est dans des projets sur mesure. Oui, certains de nos processus se répètent, mais on est clairement dans du sur mesure. Chaque projet devient atypique pour nous. Et puis ça fait le lien avec Noémie qui, elle, va vous expliquer ce qu'est le design industriel. Bonjour, je ne sais pas s'il y a des designers dans la salle, mais comme on nous avait dit que ce serait un public assez varié, je vais vous en parler un petit peu rapidement. Donc le design, on partage un point commun avec l'urbanisme, on est également centré sur l'être humain. Par contre, on est totalement à une autre échelle, puisqu'on est à l'échelle du corps de l'usager et de ses sens, de sa perception. Quand on parle de design, on réfère davantage à un processus de conception et pas uniquement à son résultat. Alors vous allez me dire, l'activité d'imaginer des objets, des environnements, des services qui répondent mieux à nos besoins, cette activité-là en tant que telle, elle est inhérente à la nature de l'être humain depuis la préhistoire. Mais le design en tant que profession est arrivé au 19e siècle avec l'industrialisation, quand on a eu besoin de fabriquer des objets en série. Donc le design a vraiment contribué à la popularisation des objets qu'on utilise dans notre quotidien et nous a donné des nouvelles manières d'imaginer notre culture matérielle. Aujourd'hui, on va encore plus loin en adoptant une approche holistique où on tient compte du contexte, des processus, des acteurs. Donc on touche aussi à de nombreux aspects immatériels. On s'est également responsabilisé en s'intéressant aux aspects sociaux et environnementaux de notre pratique.
Donc, on se rend compte que là où le designer, qu'on avait tendance à interpréter comme un styliste ou un technicien, est en fait plutôt une sorte de concepteur-investigateur qui cherche à comprendre la complexité du monde et des individus pour pouvoir leur proposer des alternatives plus désirables. Donc c'est pour ça qu'au-delà des aspects stylistiques ou techniques, on a aussi des dimensions psychologiques, éthiques, culturelles, émotionnelles à prendre en compte. Donc on ne conçoit pas pour soi-même, on conçoit pour l'autre. Donc on doit nécessairement faire preuve de projection et d'empathie si on veut que nos concepts puissent améliorer la qualité de vie des gens à long terme. Et d'ailleurs, on le voit dans le milieu académique, en fait, la recherche en design s'inspire beaucoup de la littérature en sciences humaines, même lorsqu'on côtoie les sciences pures. Donc on ne travaille pas en silo, on est vraiment dans un dialogue, on est régulièrement amené à travailler avec d'autres professions et parfois même le design est le catalyseur qui réunit les disciplines. En design de produit, on travaille vraiment donc à l'échelle du corps, du rapport au geste, de la sensorialité et de la perception. Puis, même si on conçoit les produits pour pouvoir les fabriquer en série, c'est toujours en partant du contexte qui mène à leur création. Donc, on se demande toujours à quels besoins est-ce qu'on répond, pour quels usagers, dans quel environnement, quelle évolution vont connaître les produits, quels sont les processus qui vont être nécessaires en amont et en aval du cycle de vie des produits. Et quand on conçoit pour le milieu urbain, c'est important de penser à des produits qui vont être suffisamment versatiles pour s'adapter à différents types de situations et différents types d'usagers. Donc des produits par exemple qui vont permettre des interventions progressives ou une transformation des espaces sont des pistes vraiment intéressantes, notamment parce qu'ils pourraient permettre de réduire les déchets de construction. On a toujours cherché à créer des alternatives aux situations qui sont problématiques et aujourd'hui on s'intéresse de plus en plus aux manières d'adapter les villes au changement climatique et ça inclut aussi les défis sociaux que ça représente et ça inclut notamment l'eau et sa relation à l'usager. On va se permettre un petit retour sur peut-être l'histoire de l'eau en ville, mais aussi l'histoire de l'eau dans la mythologie, dans nos imaginaires, dans nos croyances et dans nos différentes valeurs. Un bref petit retour en fait, parce que ça vient aussi concrétiser pourquoi on travaille sur ces thématiques-là, Noémie et moi. L'eau est maintenant reconnue comme un droit de l'homme, ça c'est très important comme étape. En fait, l'Organisation des Nations Unies s'est même donné comme objectif à atteindre dans son plan de développement durable de 2030 d'avoir un accès à l'eau et un accès à l'assainissement de l'eau beaucoup plus important pour les différentes populations à travers le monde. L'eau, c'est aussi un marqueur de frontière à différents niveaux. Je parlais de mythologie ou de croyance tout à l'heure, mais l'eau, souvent vue comme un passage entre deux mondes, un passage entre la vie et la mort, souvent, mais aussi un passage dans les religions à travers différents rites. On peut penser dans la religion catholique, par exemple, les baptêmes avec la présence de l'eau, ou aussi dans les croyances autochtones, dans les rites auprès des cabanes à suer, etc. L'eau, on a tendance à l'oublier, mais aussi très présente dans nos traditions orales, dans nos traditions écrites, dans nos folklores, dans nos croyances folkloriques finalement. Différentes croyances qui pouvaient être liées à du surnaturel, qui seraient maintenant peut-être perçues comme des catastrophes naturelles arrivées à nos jours, sont reliées par exemple aux disparitions de villes, les villes englouties. Les fameux mythes par exemple autour de l'Atlantide chez Platon ou encore la Lémurie dans l'océan Indien, la ville d'Is en Bretagne, etc. Donc toutes ces croyances surnaturelles par rapport à nos comportements et à la présence de l'eau. L'eau aussi présente en géographie, les rivières, les fleuves, les frontières, donc tout ce qui marque nos frontières, nos coupures entre nos territoires, c'est très important parce qu'actuellement on le retrouve en géopolitique par exemple. L'eau marque les frontières comme je viens de le dire, mais elle n'en a pas de frontières. L'eau, elle devient source de conflits. On pense à l'Israël et à la Palestine avec par exemple les problématiques en termes de partage des ressources reliées aux nappes phréatiques. On pense à la monopolisation des ressources en eau. On n'a qu'à aller très proche de nous aux États-Unis, ça peut être le cas. Mais l'eau aussi a été vue souvent comme un symbole en architecture, symbole de protection. Disons les châteaux, les forteresses, la présence des douves, mais aussi symbole de mise en valeur, les palais avec des grands canaux au pourtour des palais. Symbole de richesse, symbole d'apparat dans nos parcs, les fontaines, les jets d'eau, les sources, etc. Je dirais que
ça fait le lien avec Noémie, comment l'architecture, comment le design peut mettre en valeur l'eau, peut mettre en valeur notre richesse finalement humaine. Oui, d'ailleurs, notre relation à l'eau, en fait, elle est tissée de paradoxes parce que l'eau, c'est à la fois un élément indispensable à nos besoins vitaux, elle nous attire, elle nous fascine, mais elle nous dérange en même temps. Par exemple, lorsqu'elle envahit nos habitats ou lorsqu'on l'associe aux maladies ou à la débauche. Puis, à travers l'histoire, cette relation n'a pas du tout été linéaire. On a autant célébré l'eau qu'on a pu la craindre ou restreindre son usage à certaines époques. Puis, avec l'arrivée de la modernisation et de l'urbanisation, on a tenté de domestiquer et de cacher l'eau des villes, notamment en la canalisant, en asséchant des cours d'eau pour construire, en l'embouteillant. Et à force de vouloir optimiser les canalisations, en fait, on a engendré de nouveaux problèmes, comme par exemple les inondations locales, les épisodes de surverse, les îlots de chaleur, qui sont en fait tous des problèmes reliés entre eux de manière écosystémique et qui sont renforcés par les changements climatiques. Ce phénomène-là va en fait de pair avec une sorte de mythe présentiste du progrès, où on pense que ce qu'on fait aujourd'hui sera forcément mieux qu'hier. Mais pourtant, on arrive parfois à des points de rupture où la technologie censée nous aider finit par nous desservir. Donc on redécouvre parfois que par le passé, on avait des bons coups, des bonnes pratiques. Pour vous donner un exemple, les premiers caniveaux ont été retrouvés sur des sites archéologiques datés de 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc on avait déjà des bonnes logiques par le passé également. Donc notre rapport à l'eau s'est progressivement artificialisé, un peu de la même manière que notre rapport à la nature qu'on a cherché à dominer, à exploiter. Aujourd'hui, on revient à des approches plus respectueuses des écosystèmes, dans une sorte d'attitude de redécouverte et d'appréciation romantique. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, l'eau qui sort du robinet, elle perd sa charge poétique, symbolique. D'ailleurs, plusieurs philosophes nous en ont parlé de cette perte des aspects oniriques de l'eau, surtout dans les sociétés occidentales modernes. Et c'est d'autant plus flagrant au Canada, qui est le pays qui possède le plus de réserves en eau douce, ou encore au Québec, où on valorise beaucoup la proximité avec la nature, même si on est de plus en plus nombreux à vivre en ville. Cette eau, en fait, qui lave et qui emporte nos déchets, elle disparaît comme par magie. Donc, on interroge moins la consommation qu'on en fait ou les images qu'elle pourrait nous évoquer. Pourtant, Pascal et moi, on pense que la richesse de l'eau, elle est encore présente. Elle sommeille à nos pieds, dans les flaques de nos bouches d'égout. Puis, à Montréal, ce sentiment est d'autant plus flagrant que notre urbanisation a été marquée par des visions successives sur l'usage de nos cours d'eau. Oui, pour rebondir à ce que vient de dire Noémie, ça fait à peu près une dizaine d'années en fait qu'on met en place des meilleures pratiques autour de la gestion des eaux pluviales notamment. Ça s'est fait avant aux États-Unis, en Europe, et je pense que c'est le fait d'être dans un climat nordique qu'on a pris un peu de temps à mettre en place des pratiques qui se font ailleurs. Mais même dans un climat nordique, c'est possible, on peut y arriver. En fait, ce qu'on propose beaucoup, et puis ce qui nous attache, Noémie et moi, c'est de mimer ce que fait le plus possible la nature, de différentes manières, avec différentes pratiques, notamment les végétaux, etc., pour rendre plus visible l'eau dans notre milieu urbain. Rendre visible l'eau pour la toucher, la sentir, mais aussi pouvoir s'y baigner, pouvoir se la réapproprier finalement. Donc on a choisi ce sujet-là parce que l'eau devient à ce moment-là un véritable catalyseur social, économique, environnemental. En fait, ça devient un véritable levier là, pour traiter de la résilience aussi face au changement climatique en milieu urbain. On en parle très peu souvent des bénéfices associés à la gestion des eaux en surface. C'est sûr qu'on a eu tendance à voir nos eaux enfouies dans des tuyaux comme on le fait avec nos déchets. On veut la faire disparaître le plus tôt possible. Mais ce n'est pas juste gérer notre quantité d'eau ou la qualité de l'eau qui est important. Là, en la remettant en valeur, on traite aussi les îlots de chaleur, on traite aussi tout ce qui est relié à la présence de la faune, de la flore en milieu urbain. Donc c'est beaucoup de bénéfices associés à ça. La gestion des eaux pluviales, là, c'est davantage le sujet que je traite au quotidien d'habitude, mais on peut y arriver en surface avec différents types d'infrastructures. Vous avez certainement entendu parler des jardins de pluie pour traiter toutes ces eaux-là. On retrouve maintenant ces jardins de pluie-là sur nos stationnements, sur nos rues, à l'échelle des quartiers au complet. Donc de plus en plus, on les retrouve parmi nous.
même si ça nécessite, je dirais, pas mal de sensibilisation, de pédagogie pour comprendre à quoi ça sert, mais ça commence à être présent. Les citoyens, les élus, les organismes, les universités, là, se les approprient de plus en plus, s'y intéressent, puis c'est souvent d'ailleurs les organismes locaux représentants de la société civile qui nous aident à faire le pont entre ces pratiques-là, assez techniques, je vous dirais, et les citoyens. Je dirais que ça prend quand même pas mal de patience là, pour réussir à mettre en valeur ce type de pratique sur notre territoire. Ça nécessite aussi tout un travail en équipe multidisciplinaire, multipartenariale surtout, pour réussir à faire changer nos pratiques, mais aussi à changer de paradigme. Et je pense que c'est surtout ça qui fait le lien avec notre rencontre avec Noémie. Oui, d'ailleurs, on est nombreux à y travailler et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Pascal et moi. C'est lors d'un colloque universitaire. On s'est rendu compte qu'on travaillait sur le même sujet, finalement, l'eau en milieu urbain, mais de différentes manières, à différentes échelles, avec différents processus et avec des acteurs complémentaires. En ce qui me concerne, je fais partie du groupe de recherche en aménagement et design de l'Université de Montréal, le GRAD. Le GRAD s'intéresse depuis plusieurs années en fait, à l'apport du design industriel dans le milieu urbain et aux dynamiques de collaboration. Donc, sous la supervision de la professeure-chercheure Tatiana Leblanc, des étudiants ont fait des recherches qui ont permis de dresser différents constats. À Montréal, on a repéré différents défis, comme par exemple une grande disparité et un encombrement visuel des différents produits proposés dans le milieu urbain. On a aussi constaté l'obsolescence de nos chaussées, qui sont fabriquées pour être pérennes normalement, mais qui sont souvent sujettes à démolition, réparation, bien avant la fin de leur cycle de vie. Alors ça s'explique par différents phénomènes, incluant des pressions environnementales, comme par exemple le cycle de gel-dégel, ou encore une mauvaise cohabitation avec le système racinaire des arbres. Actuellement, on est dans un programme de recherche-création où on cherche à imaginer des nouvelles manières de réconcilier les infrastructures artificielles et les éléments naturels plutôt que de les bâtir en opposition. Donc on se demande comment on pourrait améliorer la durée de vie des produits tout en réintégrant l'eau et la végétation dans nos rues et nos places publiques. Et quand j'ai entendu Pascal parler du projet des ruelles bleu-vert, ça m'a paru évident qu'il fallait qu'on travaille ensemble. C'était vraiment l'occasion de réunir les disciplines, de faire le pont entre la recherche et la pratique, de faire le pont aussi entre le milieu académique et le milieu professionnel pour que les travaux sur lesquels on travaille finalement percolent en dehors du cadre universitaire. Oui, c'est ça, on parle du projet de Ruelle Bleue Verte. Le projet de Ruelle Bleue Verte, ça fait bientôt une dizaine d'années qu'on travaille là-dessus. C'est pour ça que je parlais de longs processus tout à l'heure pour changer nos comportements. Mais le projet de Ruelle Bleue Verte, il vise à déconnecter les drains des toits plats dans les bâtiments existants en milieu urbain, dans le but de détourner les eaux des égouts municipaux. L'objectif, c'est vraiment de délester nos égouts municipaux, puis de limiter les débordements en eau au milieu naturel, notamment au fleuve Saint-Laurent, etc. Donc vous avez tous entendu parler du Flushgate. Ces mesures-là, très à la source, très micro, si elles se multiplient, l'objectif, c'est vraiment d'aller limiter nos surverses au fleuve. Puis en fait, quand je parlais tout à l'heure du lien entre les citoyens et puis les praticiens, ce projet-là, on est vraiment en contact très très proche avec les citoyens puisqu'on intervient dans leur propriété pour résoudre des problématiques qui dépassent leur quartier, qui dépassent leurs intérêts personnels, des intérêts municipaux, je dirais même, ou provinciaux. Donc là, il nous manquait certains acteurs, puis je pense que Noémie et le GRAD sont arrivés à point pour compléter les maillons de cette chaîne-là, puisque grâce au design industriel, en fait, on vient se rapprocher du citoyen par du visuel, par du concret. C'est sûr que ça nous a pris un temps d'adaptation, nos disciplines sont quand même différentes. Il a fallu qu'on s'adapte, qu'on revoie nos méthodes de travail pour être capable de collaborer ensemble. Mais je pense qu'arrivé après quelques mois, quelques années, là, on commence à voir les bénéfices de tout ça. Puis je vous dirais qu'un projet comme les ruelles bleu-vertes, ça va prendre d'être capable de le répéter pour que ça porte ses fruits économiquement. Bien sûr, c'est le nerf de la guerre, mais aussi environnementalement et socialement parlant. Donc le design industriel, avec cette notion justement d'industriel, de répétition, vient nous aider à combler tout ça. On va dire qu'à Montréal, on a 450 km de ruelles, donc une belle opportunité de répétition pour atteindre un seuil de rentabilité assez important. Et dans ce sens, la cohorte actuelle d'étudiantes finissantes au baccalauréat en design industriel qui font partie du GRAD font donc leurs travaux de fin d'études sur le thème de l'expérience de la pluie dans le contexte des ruelles.
Donc, elles répondent aux défis en fait, avec des idées très pertinentes et très originales qui apportent des nouvelles dimensions, comme par exemple le rapport du son à l'eau, les nuances de frontières entre public et privé, ou encore la captation, la récupération des eaux de pluie pour les usages du quotidien. Donc, dans leur processus, les étudiantes, elles ont d'abord effectué des recherches bibliographiques, puis des observations sur le terrain. Ça leur a vraiment permis de s'imprégner de toute la complexité du milieu des ruelles en tant que milieu de vie. Donc, c'est-à-dire à la fois dans leur dimension physique, historique, environnementale, sociale. Et je pense que c'est cette compréhension enrichie du contexte qui vient donner de la force à leur concept. Donc elles travaillent actuellement sur des maquettes et des dessins qui pourraient éventuellement être intégrés au projet dans le futur. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour vous inviter à venir voir leurs projets finaux lors de l'exposition des finissants de la faculté en aménagement qui aura lieu le 9 mai 2019. Donc, vous êtes les bienvenus. Donc, on est vraiment dans un projet en mouvement qui est en constante évolution. Oui, puis pour faire le lien avec ce que Noémie vient de dire, c'est sûr qu'on est de plus en plus proche de ces sujets-là. La présence de l'eau en ville, on parle des ruelles bleu-vertes, mais on a aussi les projets de Water Square qui sont en train de voir le jour, de bassins multifonctionnels. Là, il y en a un sur le plateau qui va voir le jour. Là, il y a eu beaucoup d'articles dans les journaux par rapport à ça. Donc, si vous voulez aller vous renseigner, il y a quelques articles là-dessus, la multifonctionnalité avec la présence de l'eau, mais aussi le projet des ruelles bleu-vertes. Il y a un beau site web intéressant. Mais finalement, je dirais que la gestion de l'eau, c'est quasiment un sacerdoce pour nous, même si maintenant on commence à voir les fruits de tout ça. Ça prend quand même beaucoup de patience là, pour y parvenir et puis de cohésion entre nos différentes disciplines. Oui, puis c'est pas utopiste de penser qu'on peut changer les choses, mais c'est sûr que ça prend quand même une dose de naïveté puis un brin de folie. En fait, on pense vraiment que c'est une espèce de collision là, qui s'est passée entre nous, la collision de planètes pratiquement, pour faire progresser nos pratiques, là, changer les différents paradigmes. Donc, merci d'être venu aujourd'hui. On espère que ce projet vous aura inspiré, puis vous amènera peut-être à repenser votre rapport à l'eau. Maintenant, on aimerait vous renvoyer la balle, puis vous entendre un petit peu à votre tour de nous dire quels sont les rêves que l'eau de votre ville vous inspire. Merci.